Pour ceux qui connaissent, ou pour ceux qui connaissent pas très bien, ou pour ceux qui ne connaissent pas du tout, un petit rappel historique avec non seulement ce qui a fait Tokyo. Tokyo est une ville nouvelle qui a à peine 4 siècles. Hein, ça commence au début du XVIIe siècle, donc c'est une ville qui a peu de profondeur historique, qui était au départ une plaine côtière. Et ce qu'on va voir et qu'on retrouvera toujours, même au XXIe siècle, le rapport entre l'ordre et la contingence. C'est une ville qui est planifiée et c'est une ville qui en même temps, si je puis dire, se déplanifie, si je peux faire ce néologisme, et une ville de contraste, une ville de la centralité et de la non-centralité ou décentralité. C'est une ville dans laquelle il y a eu de la monumentalité, où la monumentalité a disparu. Donc c'est une ville qui est intéressante par son côté contingent. Et si elle n'était que contingente, ce serait un grand fourre-tout, mais on retrouve de l'ordre là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Le rapport entre cette contingence qui n'empêche jamais l'ordre et l'ordre qui n'empêche jamais la contingence. C'est peut-être une des leçons de Tokyo. Voilà donc Tokyo, je passerai rapidement. C'est donc, vous voyez le mont Fuji, vous voyez la plaine côtière quand Tokyo n'existe pas encore, une plaine alluvionnaire extrêmement irriguée, extrêmement bien sûr prête à recevoir des inondations, donc inondable. En fait, là c'est un peu écrasé, mais c'est un paysage de collines avec la bordure véritablement côtière extrêmement plate. C'est important à savoir parce que c'est ce qui va définir la façon dont Tokyo va se faire. Alors vous voyez, enfin j'ai pas de pointeur donc c'est un peu difficile de vous le montrer. Le long de la baie de Tokyo, Tokyo s'appelait Edo autrefois, hein, jusqu'à la fin du 19e, c'est les années 1870. Tokyo s'appelait donc Edo, et vous voyez donc cette plaine côtière, très irriguée, très découpée, et déjà l'endroit où, au centre, ici, oui, bien sûr, mais je parle dans le micro. Le micro a beaucoup de... C'est très contingent, et c'est l'ordre de la contingence. C'est un micro qui sert à beaucoup de choses. Et donc, vous allez avoir les autorités de l'époque. C'est un régime post-féodal, extrêmement autoritaire, va planifier une ville, va mettre en place des infrastructures pour éviter que cette plaine côtière soit destructrice, pour éviter les inondations, et va lancer les bases d'une ville planifiée, en partie à la chinoise, comme Kyoto, et en partie, entre guillemets, à la japonaise, extrêmement donc souple. Et vous avez ce dessin qui, moi, me gêne toujours un petit peu, cette espèce de spirale dont on parle beaucoup. Je la mets pour ceux qui, éventuellement, connaîtraient cette image, parce que cette spirale, on ne la repère pas véritablement, et j'ai quand même l'impression que c'est une demi-invention ou une lecture un peu extrême des historiens de l'architecture ou de la ville, de cette spirale, avec au centre le château. C'est la spirale, je parle de la spirale. La spirale me semble un petit peu exagérée. Par contre, le modèle structurel qui fait appel à la géomancie chinoise, pas du tout, c'est exact avec les points cardinaux. Et ce qui est assez étonnant, le pouvoir de l'époque, et donc ce pouvoir extrêmement autoritaire, a fait une chose assez géniale. Le pouvoir a été pris par les armes. Et le pouvoir de l'époque a réalisé que dans une seule ville, il fallait mettre ses amis et ses ennemis. Et donc, le centre, c'est le château. C'est donc ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas d'ailleurs. Ah oui. Le centre, c'est le château. Et autour du château, vous avez des quartiers dans lesquels, suivant les quartiers, on a les samouraïs des fiefs féodaux qui étaient du bon côté et ceux qui avaient perdu et qui étaient donc du côté opposé. Il y a eu une grande bataille. Il y avait deux pouvoirs qui se sont opposés et un qui a gagné. Et le pouvoir qui a gagné, les Tokugawa, ont dans leur ville inséré ces deux ordres, les anciens amis et les anciens ennemis, qui étaient toujours des ennemis, on avait vu sur eux. Et par ailleurs, donc sur la droite du dessin, près de la baie de Tokyo, les artisans et les commerçants. Il fallait bien faire vivre et nourrir tous ces gens. Voilà donc la ville qui s'agrège, qui se construit, et au milieu, alors là aussi je te rends ton stylo. Ah, si vous avez un pointeur, c'est très bien. Ça sera plus facile. Ensuite, il y aura moins besoin de pointeur, mais quand c'est des plans, c'est plus facile. Merci beaucoup. Le pointeur reviendra à son utilisateur. Merci beaucoup. Non, mais c'est pas grave.
Voilà, donc vous avez ici ce qui va faire le château, car c'est une ville féodale, mais c'est une ville féodale, ici. Il va y avoir donc un grand château au centre, un grand château entouré de douves, avec des murailles, pas très hautes, mais des murailles quand même, et une ville sous le château, qui sera donc une ville qui sera hors des murailles, un peu comme ces forts du Far West américain, où il y avait le fort, et puis il y avait ensuite une sorte de faubourg autour du fort. C'était un peu ça. Les artisans et les commerçants étant hors du château, hors du fortin, le fortin étant énorme. Hein. Et donc l'ordre politique régnait, et était, donc il y avait au milieu le château, donc c'est la monumentalité, c'est la centralité, et le château était comme ça. Je vous montre le château. Voilà, le château était un immense donjon de 90 mètres de haut, c'était à peu près sans doute une des plus grandes constructions en bois jamais construites. Vous imaginez un donjon de 90 mètres de haut en bois, qui a brûlé au bout de 30 ans. Ça a été construit au début des années 1600. Il y a eu un grand incendie qui a brûlé. Et on n'a jamais reconstruit le donjon. Ce monument monumental et complètement central de Tokyo a disparu. Et la paix ayant été instaurée, on n'a plus besoin de murailles, on n'a plus besoin d'affirmer le pouvoir par un donjon central. Le pouvoir étant le seul et l'unique pouvoir qui régnait sur tout le Japon, il n'y avait plus besoin de l'affirmer. Donc les Japonais et la ville japonaise et l'architecture japonaise a connu ou connaît la monumentalité, connaît la centralité, et en même temps, elle en joue, elle la fait disparaître, et d'une manière générale, Tokyo n'est pas une ville monumentale. Voilà les quelques quartiers qui s'affirment de plus en plus, avec au centre, donc, et là j'utilise le pointeur, voilà, l'immense château, et donc en fait, 2 villes, ou 3 si on veut, si on considère que le château est une partie de la ville, effectivement, en taille, c'est une partie énorme de la ville. Ici, vous voyez des fragments de grilles, qui sont des fragments de la grille, ça vient de Chine, ça n'est pas une chose japonaise. Et vous avez ici, donc là ce sont les commerçants, les artisans, et ici des choses sont beaucoup plus organiques, qui sont les quartiers dans lesquels se trouvent les samouraïs, l'administration shogunale, et qui elle donc vit dans une ville d'un autre ordre. Donc vous voyez dès le départ une ville qui mélange les types de planification. Pourquoi à la limite ne pas avoir tout planifié? Pourquoi ne pas avoir tout organique? Donc ça mélange. Et vous voyez par ailleurs aussi une chose assez étonnante, c'est que la grille, donc l'ordre physique, la forme physique prégnante, elle est directement elle est contingente, elle est tout le temps, elle est cassée. Vous voyez, donc ce sont des fragments de grille extrêmement, avec des blocs ou des îlots extrêmement réguliers, et par ailleurs complètement, je puis dire, dérégulés ou cassés, et chaque élément de grille qui est planifié au même moment. C'est-à-dire que ce n'est pas une planification qui se fait sur 100 ans ou 200 ans. On pourrait à la limite penser que... Non, c'est une planification qui se fait au même moment, pratiquement sur quelques dizaines d'années. Et donc, on voit là l'exemple type d'une sorte de planification et de contingence. La contingence, en fait, c'est qu'on on se tourne vers le château. Il n'y a pas de mystère, mais en même temps, c'est quand même contingent. Voilà, le château, on l'a vu. Et voilà ce qu'a été Edo. Et en fait, quand on parle du chaos de la ville, on parle de la ville moderne. La ville moderne japonaise est devenue chaotique. Elle ne l'était pas. Il y a des réflexions de Pierre Loti qui la trouvaient ennuyeuse parce que répétitive, elle est tout en bois, c'est des bois sombres, et tout en tuiles, les toits étaient effectivement en tuiles, et elle est entièrement à 2 étages, donc pas du tout monumentale. Le centre, on ne le voyait pas, le donjon avait disparu en fumée, et donc cette ville était une ville extrêmement dense. Vous avez à cette époque-là, c'est une ville qui a aussi perdu sa densité, c'est ça qui est étonnant. C'est pas toujours le cas. En général, les villes modernes sont souvent assez denses. Il y a des exemples, effectivement, le Paris moyenâgeux a été très dense. Mais cette ville-là, à 2 étages, était quand même un des exemples les plus denses auxquels on puisse penser, puisque cette ville c'est les zones de commerçants et d'artisans, la densité était de 500 habitants à l'hectare. Vous imaginez sur une ville de 2 étages. On parle Paris est une ville à 220, voire 400 habitants à l'hectare dans les villes, dans les endroits les plus denses, mais c'est une moyenne de 220. Là, on avait une moyenne de 500 habitants sur une ville de 2 étages. Donc une ville à la fois extrêmement régulière, extrêmement, entre guillemets, harmonieuse, et extrêmement densément construite et densément habitée.
Voilà aussi ces éléments de contingence qui apparaissent. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé le centre vide, qui est l'endroit où se trouvait le donjon, l'endroit où se trouvait le château shogunal. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus rien. C'est pas un vide, hein. Malgré ce qu'on dit, il est très symbolique ce vide, puisque c'est là que réside l'empereur. Mais l'empereur est masqué. L'empereur, on ne le voit pas. Je mettais le pointeur là-dessus. Le pointeur ici. L'espace public est ici, donc le commun des mortels peut aller là autour, mais il ne rentre pas, il ne pénètre pas les douves. Donc cette zone-là, qui est le centre, ne se pénètre pas. Elle ne se voit même pas comme un centre, puisqu'on tourne autour, donc on ne voit pas non plus, il n'y a pas de point, il n'y a pas de phare, il n'y a pas d'obélisque, il n'y a rien qui montre un objet ou une zone ou quelque chose sur lequel on irait. On tourne autour, et il va en même temps organiser toute la ville, car la ville, on va le voir, est faite d'une série d'éléments concentriques qui la rendent extrêmement claire au niveau macrostructurel et qui par ailleurs partent de ce centre. Une autre chose encore sur ces éléments d'apparition et de disparition, vous avez, attendez, je m'excuse, je confonds tout ça. Vous avez donc ici le fameux centre dont je viens de parler, le centre vide, qui est donc le centre autour duquel, excusez-moi, tourne la première circulaire, et ensuite il y aura les 7 autres, on en fait 8 au départ, 8 à la fin. Et vous avez ici la gare de Tokyo, qui date du début du XXe siècle, et qui est construite, donc récente, avec ces architectures du début du XXe siècle, effectivement, très influencées par l'architecture occidentale, européenne, entre autres. Et un très grand axe, ici, que vous voyez. La grande différence avec un axe européen, c'est que cet axe-là, il ne débouche sur rien. Il débouche, là, il y a une sorte de petit édicule ridicule, si je puis dire, qui est même pas sur l'axe. Donc votre axe, et on crée un axe très majestueux, la largeur est impressionnante, la longueur est très grande, et cet axe ne débouche sur rien. Pour dire que l'axe, la façon dont on travaille, dont on comprend l'axe au Japon n'est pas la même chose que la façon dont la planification néo-baroque, classique, européenne a pu penser les axes. Donc les Japonais connaissent l'axe, ne l'utilisent pas de la même manière que nous. Et j'utilise ça de la manière que vous, mais ça ne marche pas. Ah, voilà. Vous voyez, ce que je vous disais, l'axe qui débouche sur le rien. Il ne débouche même pas sur le château qu'on ne voit pas, il n'y a plus de château. Il ne débouche même pas sur les douves qu'on ne voit pas, sont masquées par des arbres. Donc rien. Je reviendrai sur les axes disparus ou les axes manqués. Bon. Je bois ma santé. Oui, si vous voulez, voilà votre. Toujours, alors là, on revient à l'ordre, on revient à ces quartiers. Excusez-moi, je me trompe là. Ces blocs, ces îlots, qui sont construits avec des mesures traditionnelles japonaises, mais qui font environ 120 mètres par 120 mètres. Un cœur d'îlot qui, en général, est partagé par les gens qui sont installés autour. Et donc, cette ville, dont on voit une image sur la droite, qui est cette ville très dense dont je vous parlais, à pratiquement 500 habitants à l'hectare. Donc très organisée, très rigide, et qui va disparaître dans la formidable rencontre de l'Orient et de l'Occident, pour le Japon en tout cas, à la fin du XIXe siècle, et qui va disparaître aussi sous la densité et la reconstruction et les cataclysmes. On parlera tout à l'heure de Fukushima. Fukushima n'est qu'un, c'est terrible à dire, n'est qu'un des cataclysmes qui a précédé qui a succédé à d'autres cataclysmes et qui ne fait que précéder le prochain. Je vous dis ça comme un habitant de Tokyo qui sait très bien que c'est 5 ans, 10 ans, enfin, il y aura d'autres Fukushima, je ne parle pas du catastrophe nucléaire, mais d'autres catastrophes. Depuis que je suis là, il y en a déjà eu au moins 2. Il y a eu Kobe et Fukushima, enfin, et le Tohoku plutôt. Voilà aussi ce qu'on peut faire. On peut faire des études un peu à la Noli, topologique de Tokyo. Et vous voyez sur les dessins de gauche la grille, les îlots. Mais ce sont des îlots extrêmement différents des nôtres. Le terme est le même, mais ne recouvre pas la même chose au point de vue urbain.
et qui va de l'image 1 à l'image 5. Et vous voyez que l'îlot, en fait, s'émiette. On a la même taille de l'îlot, et quand vous êtes à l'îlot 1, vous voyez encore vraiment, à l'îlot 2, vous voyez encore vraiment la forme de l'îlot. Quand vous êtes à l'îlot 4, voire 5, vous êtes plutôt dans le tableau de Vieira da Silva, et vous voyez l'îlot disparaît. Il est là, mais il n'est pas visible. Et là réside un des paradoxes, c'est-à-dire qu'on a ce qui apparaît comme un chaos, alors qu'en fait, derrière, on a une grille existante très ordonnée, très, très radicale, et ça fait partie de cette ville contingente. Et cette ville qui oscille toujours entre ordre et chaos, entre planification et déplanification, car au départ, c'est planifié, et ensuite, je ne sais pas ce que j'ai fait, hein, et ensuite, c'est ça au départ, ou ce que je viens de vous montrer avant, et maintenant, on aboutit à ça. Et ça, visuellement, quand vous êtes l'habitant ou la personne qui traverse ou qui passe, c'est chaotique, visuellement. Sur la droite, ça, ce sont les effets c'est en fait les deux villes. Hein. C'était la ville Régros Blanc planifiée, ordonnée, et à droite, c'était la ville plus organique. Et donc, ces choses-là se mélangent. Les catastrophes qui viennent raser périodiquement Tokyo, ça c'est en 1923, le grand tremblement de terre, qui a effectivement beaucoup cassé et qui a également permis, si je puis dire aussi, à Tokyo de se reconstruire différemment. Donc la ville que vous avez vue, la ville que Pierre Loti moquait, elle disparaît aussi dans le drame, dans la catastrophe. En voilà une autre, ça c'est les bombardements de 1945 au napalm de l'aviation américaine qui ont le même impact terrible, qui détruisent tout, qui brûlent tout, c'est une ville en bois, hein. Et qui aura pour effet qu'à la fin de la guerre, après la guerre, le Japon va pratiquement, Shigeru Man, l'architecte, toujours en train de hurler sur la pauvreté de la qualité de l'architecture en bois et des innovations du bois au Japon. Pour une bonne raison, comme me disait un architecte de Kyoto, mes parents, il parlait de ses parents, mes parents ont été, comme des millions de Japonais, traumatisés par le brûlot des villes. Et quand les autorités de l'après-guerre ont décidé que la réglementation urbaine et architecturale empêcherait dans la plupart des zones urbaines la construction du bois, c'était avec l'idée et le souvenir de ces terribles incendies. On peut aujourd'hui, quand on parle de développement durable, écologie, pareil du bois, pendant des années, ça a été quelque chose qui était un traumatisme pour les Japonais qui avaient vécu ces villes brûlées. Pour la planification, on voit une chose, c'est qu'à travers ces dessins, donc je vous parlerai plutôt en fait de celui-ci. Celui-là, c'est celui que les autorités japonaises ont fait juste après le tremblement de terre de 23, qui a effectivement eu un certain impact. Il y a eu des ouvrages d'art, il y a eu des villes, des voies percées, mais il est quand même resté. Il y a eu des constructions architecturales qui ont été mises en place, qui ont été réalisées. Mais globalement, il est resté lettre morte parce que pratiquement toujours, et ce n'est pas uniquement le cas du Japon, quand il y a une catastrophe, il y a urgence. Et ensuite, il y a toujours un débat, mais c'est un débat japonais, mais ce n'est pas aussi un débat pas japonais, ça a pu arriver à San Francisco, par exemple, où le plan qui avait été commandé à l'architecte, son nom m'échappe, mais vous le connaissez certainement mieux que moi, est resté, je crois que c'est Burnham, est resté presque lettre morte. À Tokyo, l'urgence empêche toujours, à Kobe c'est la même chose, empêche toujours la planification longue, précise, et les propriétaires terriens sont toujours contre. Le ministère des Finances est toujours pour les propriétaires, quand le ministère de la Construction, lui, est pour les plans. Et le ministère de la Construction a toujours pas le dernier mot, n'a jamais le dernier mot vis-à-vis du ministère des Finances au Japon. C'est peut-être pas que le seul. Hein ? Il faut que j'accélère. Bon, alors je vais accélérer. Je vais me faire catastrophiste. Vous avez là aussi, non, je me trompe de choses, le grand plan de Tanguay qui est pas une hérésie, mais une utopie moderne, et qui est celui-ci qui est très connu, qui est de dire on ne peut rien faire, de prendre en compte le fait qu'on ne peut pas retravailler sur la ville, on ne peut pas planifier la ville, et même quand il y a une catastrophe, la ville ne se reconstruira pas suivant la planification pensée par les urbanistes. C'est comme ça a été le cas en 23 et en 45, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été refait, la ville s'est refaite plus ou moins comme elle était, et il s'est dit, donc, il faut se mettre ailleurs. Et il se met sur la baie, il crée cette espèce d'énorme
structure, on est de l'ordre de là, ça va faire presque 20 km. Hein. Il crée cette énorme superstructure qui ne verra bien sûr jamais le jour sur la baie. Donc c'est pour vous dire qu'au Japon, on ne méconnaît pas du tout l'urbanisme. Les architectes, c'est un architecte, hein, c'est Kenzo Tange, un pur architecte. Les urbanistes proposent des plans qui sont donc rarement suivis des faits.